Bonjour et bienvenue sur Gloria Mama. Je suis Diane et je vous propose, dans ce podcast, de partir à la rencontre de mères et de couples du monde entier. Ils nous livrent l'expérience de leur maternité, parfois loin de leur pays, tout aventuriers qu'ils sont. Des histoires d'hier et d'aujourd'hui, des histoires aux mille couleurs, aux mille saveurs, parfois douces, parfois plus amères. Les sujets de ce podcast ? Le désir d'enfant, les fausses couches, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de Gloria Mama qui s'appelle « Pourquoi un livre, un site et un podcast ?» Il dure une dizaine de minutes, il relate notre histoire, ce qui m'a amené à écrire un livre, créer un site et un podcast, et surtout les enjeux de Gloria Mama. Et il permet aussi de faire connaissance. Pour cet épisode, je vous avais promis du brouillard, du thé et de la bière. Chose promise, chose due. Nous voici en Angleterre. Je rencontre aujourd'hui Aurore, mère de bientôt 4 enfants. Mais ce n'est pas parce qu'on est à la tête d'une jolie famille que tout a été un long fleuve tranquille. Aurore nous raconte son parcours au début chaotique et permet de mettre en avant les différences culturelles de l'approche de la maternité en France et en Angleterre. Ces différences, vous allez le voir, sont de taille. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aurore, merci de me recevoir chez toi à Paris. Tu es française, tu es mère de 3 enfants et tu as vécu à l'étranger, en Angleterre, à Londres où tu as eu ton premier enfant. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet d'enfant ? Est-ce qu'il est né sous les cieux anglais ou français ? Le projet du premier enfant est né sous les cieux plutôt français. On était mariés depuis quelques années avec mon mari, c'était le bon moment, on avait envie de se lancer dans l'aventure. Après, on a eu 2 mésaventures de suite où j'ai fait 2 fausses couches, plutôt précoces, mais effectivement, après la deuxième, forcément, un peu d'inquiétude. Et ça a été quelque part une chance parce qu'on est parti à Londres quasiment directement après la deuxième. Et je suis retombée enceinte quasiment un mois après. Et de le fait que ce soit recommencé dans un nouveau cadre, une nouvelle vie, ça nous a permis peut-être de moins stresser par rapport à tout ça, et d'autant plus cette fois-ci c'était la bonne. Et donc effectivement j'ai vécu une super grossesse à Londres, qui était une ville extrêmement agréable pour ce genre de projet. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as envie de nous parler justement de ces 2 fausses couches ? Quel âge tu avais quand tu les as faites ? Comment est-ce que tu les as vécues ? Alors j'avais 28 ans. Donc la première fois, moi j'ai fait mon test de grossesse et je crois qu'au bout de quelques jours, je l'avais déjà dit à tous mes copains, toute ma famille. J'avais jamais envisagé que c'est le genre de choses qui pourraient m'arriver parce que personne n'en parlait autour de moi, que je suis plutôt positive de nature. Je suis pas très stressée, donc je n'y ai absolument pas pensé. Et au bout de 5 semaines, ça s'est arrêté naturellement. Un petit coup dur aussi devoir l'annoncer à tout le monde, même si finalement c'était agréable aussi d'avoir un peu de soutien des amis dans un moment comme ça. J'étais la première un peu dans mon entourage à lancer un bébé en plus, donc j'avais pas forcément de retour d'expérience, mais plutôt de la sympathie, c'était agréable. J'ai découvert par contre dans ma famille, ma mère, mes belles-mères, là les gens se sont un peu confiés sur le fait de l'avoir vécu. Et la deuxième était 2 mois plus tard, parce qu'à chaque fois on avait la chance que ça s'enchaîne vite, mais voilà, ça a pas forcément marché. Ça a été un petit peu plus tard, peut-être je crois 8 semaines, et du coup là vraiment dur, parce que autant la première on se dit bon ça arrive, mais du coup la deuxième je me disais pas forcément que ça pourrait à nouveau arriver. Donc là vraiment un peu plus dur, donc cette fois-ci on l'avait pas dit aux amis, on l'avait vraiment dit à la famille très très proche. Donc là ouais quand même un petit coup dur, et puis comme je n'avais pas encore d'enfant, forcément l'inquiétude de se poser la question, est-ce qu'on a un problème. Après toutes les personnes dans le milieu médical que je voyais me disaient que même d'eux on s'inquiétait pas encore. C'était assez banalisé, alors que quand même c'était pas évident à vivre, mais c'était assez relativement banalisé. C'était apparemment à partir de la 3e qu'on faisait des tests, des choses comme ça. Et donc c'est là qu'on est parti à Londres, avec toujours le projet, mais oui, un peu de stress quand même. Est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement des soignants justement dans ces 2 premières fausses couches ? Est-ce que tu t'es sentie accompagnée ?
Est-ce que tu t'es sentie seule? Alors la première, ça a été assez naturel et rapide, donc j'ai pas vraiment côtoyé de personnel soignant. Et la deuxième, on est allé aux urgences en fait, parce que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On était au restaurant avec des amis, du coup j'ai fait un signe discret à mon mari, on est parti aux urgences. Et là, ils m'ont fait une écho, et ils m'ont dit effectivement que c'était fini depuis apparemment déjà quelques jours. Et là, c'était un peu dur, donc ils m'ont programmé pour un curetage, parce qu'apparemment c'était un peu trop avancé, pour attendre que ça se passe naturellement. Et ils m'ont renvoyé chez moi pour que j'y retourne le lendemain matin. Donc là, petite soirée forcément, évidemment, un peu déprime. Et le lendemain, les gens étaient plutôt gentils, mais c'était un peu dur parce que je me dans ma salle de réveil, après l'opération, parce que c'est anesthésie générale, la jeune fille à côté de moi était là pour un avortement. Donc elle se confiait à moi comme si on était dans la même situation, alors que moi j'étais une femme qui aurait voulu avoir un bébé, donc le décalage était un petit peu violent, même si c'était pas du tout sa faute. Et j'ai été renvoyée chez moi très rapidement, donc pas vraiment d'accompagnement médical sur le sujet. Effectivement, le fait de savoir la veille que sa grossesse est arrêtée et d'avoir un rendez-vous programmé le lendemain, c'est très rapide finalement pour réaliser ce qui se passe. À la fois c'est rapide, à la fois en ce qui me concerne, j'aurais presque préféré que ça se fasse encore plus rapidement. J'ai trouvé ça dur de rentrer, de savoir que c'était encore là en moi, alors qu'en fait, il y avait plus de vie vraiment. J'ai trouvé ça dur, surtout la nuit, de savoir ce qui... Enfin, moi, j'aurais presque préféré, en tout cas, c'était mon ressenti de l'époque, qu'au moment où il m'annonce que c'était fini, il puisse intervenir directement pour que ce soit fini le plus rapidement possible. Quand tu dis que tu te retrouves en salle de réveil avec une personne qui va subir une IVG, c'est vrai que c'est vraiment pas délicat de la part du personnel soignant, qu'il n'y ait pas des filières qui soient quand même complètement différentes. Tu lui as dit à cette fille du coup? Non, parce qu'elle était à l'époque, moi j'avais 28 ans, elle devait en avoir, je sais pas, 17 ou 18, et c'était innocent de sa part, c'était pas... Elle supposait qu'on était dans la même situation, donc je l'ai pas détrompée. J'ai pas fait semblant d'avoir une fausse conversation, mais je l'ai pas détrompée pour pas la déprimer non plus. Avant d'avoir ton premier enfant, tu as fait ces 2 fausses couches. Est-ce que tu as ressenti le besoin de faire une pause avant de te lancer dans ce projet de troisième enfant? Non, c'est vrai qu'on a continué, parce qu'au fond de moi, je sais pas, au fond de moi, je pensais, je me disais quand même pas que... Enfin, j'y croyais quand même toujours. Et le changement de décor, de partir à Londres, je te dis, ça nous a un petit peu donné l'impression de repartir de zéro, en fait. Ça a été une chance, c'était le hasard, mais ça a été une vraie chance aussi. Et juste avant de passer à Londres, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ton mari a vécu tout ça? C'est quelqu'un de moins expansif que moi, on va dire, mais non, mais il était en soutien. Mais je pense que pour lui, c'était pas vraiment réel à chaque fois, parce que j'avais peut-être eu à chaque fois un rendez-vous auquel il n'était pas venu, parce qu'on attendait la première écho, forcément. Et déjà, je trouve que pour une femme, c'est difficile de réaliser vraiment qu'on est enceinte, qu'il y a un bébé. Pour un homme, je pense encore plus, avant la première écho du moins. Donc il était en soutien, je sentais plus de moi dans cette épreuve, de la souffrance un peu physique et psychologique. Par contre, il était assez fort, et puis lui très confiant sur le fait que au final ça irait. Mais j'ai pas eu l'impression, faudrait lui demander à lui, mais j'ai pas eu l'impression que ça a été directement une épreuve pour lui. Et est-ce que tu as l'impression que il y aurait des choses qui t'auraient fait du bien que t'as pas eu pour vivre ces moments douloureux? Dans le fond, pas vraiment. J'ai l'impression qu'une fausse couche, c'est quand même une souffrance tellement sur le moment personnel que ça fait du bien quand même, le côté de quand dans mon entourage proche, des gens m'ont dit que eux aussi, des femmes, elles aussi étaient passées par là et avaient eu des enfants. Il y a quelque chose quand même d'assez encourageant. Tout comme moi, après, quand j'ai eu des amis qui en ont fait, j'hésitais pas à leur raconter mes fausses couches pour leur montrer que voilà, après, tout peut très bien se passer. Mais le côté, après, c'est personnel aussi, moi, le côté accompagnement, des soignants, etc., j'avais pas l'impression que c'est ce dont moi j'avais besoin à ce moment-là. C'était plus personnel. Ok, donc après tu pars à Londres avec ton époux. Donc nouveau lieu, nouvelle vie et nouveau bébé. Voilà. Comment est-ce que tu as vécu cette 3e grossesse, en tout cas le début de cette 3e grossesse? Alors le premier trimestre, évidemment, avec plus d'appréhension que lors de la toute première fois où j'étais tombée enceinte. Un peu de stress et bizarrement un bon feeling. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais envie d'y croire ou si c'est de l'intuition, mais plutôt bon feeling avec quand même régulièrement un petit peu de stress. Puis j'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui s'est très très bien passée. J'ai eu la chance de trouver un boulot à Londres. Donc heureusement, le temps n'était pas trop long, j'étais bien occupée, et puis c'était excitant de découvrir une nouvelle ville. Tous les week-ends, on découvrait un nouveau quartier, on se faisait des nouveaux amis, donc c'était une vie très dynamisante. Du coup, j'ai passé une super grossesse, et le côté fausse couche, après, très vite, passé le premier trimestre, c'était vraiment derrière moi. J'ai à nouveau été très sereine pendant le reste de ma grossesse, j'avais pas trop d'angoisse.
Et comment est-ce que tu as trouvé la personne qui allait te suivre à Londres? Comment est-ce que tu fais quand tu arrives dans un nouveau pays pour trouver les contacts médicaux? Alors la chance de Londres, c'est qu'il y a quand même un sacré paquet de Français. Du coup, forcément par le réseau, on avait déjà quelques amis d'amis. Mon mari a 2 ans de plus que moi, donc la plupart des femmes avaient déjà eu un enfant. Donc je les ai simplement, j'ai pris un café avec peut-être 1 ou 2 d'entre elles, qui m'ont fait quelques recommandations. Et après, ce qui en ressortait, c'est qu'il y avait certaines qui avaient une préférence pour les cliniques privées, qui sont assez haut de gamme à Londres, et auxquelles j'aurais pu accéder parce on partait avec le boulot de mon mari, donc on avait une bonne assurance, et d'autres qui louaient le côté public des grands hôpitaux universitaires. Il y en avait un côté de chez nous qui était très bien réputé. Et moi, naturellement, je me suis plus sentie attirée par l'hôpital public. Je ne voyais pas trop la grossesse ou l'accouchement, c'est comme une sorte de truc un peu VIP. J'avais plutôt envie d'un truc assez naturel, donc je suis allée à un premier rendez-vous et j'ai eu un super feeling avec les sages-femmes, parce que du coup avec une grossesse normale j'ai été suivie uniquement par des sages-femmes, j'ai pas vu de médecin, et j'ai eu un super feeling tout de suite, donc c'était acté. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de l'approche en Angleterre de la maternité? Alors oui, moi je l'ai beaucoup appréciée. Elle est assez différente de l'approche française, ce qui peut paraître étonnant parce que ça reste des grandes capitales européennes. Et moi, ça me correspondait davantage. J'ai connu des femmes qui se sentaient beaucoup plus sécurisées en France, parce qu'en fait en Angleterre, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus détendus. Il y a beaucoup moins dans une grossesse normale. Normale dans le sens où il n'y a aucune pathologie particulière, un âge qui n'est pas considéré comme des âges dangereux ou à risque. Il y a très peu de prise de sang, très peu de suivi, c'était très peu médicalisé, et moi ça me correspondait très bien. Voilà, j'avais pas envie d'être observée à la loupe constamment, et je trouve ça presque anxiogène parfois toutes les prises de sang, mais j'ai des amies françaises voilà, qui avaient l'impression de ne pas être assez suivies, sachant qu'au final ils ont les mêmes chiffres que nous en termes de natalité, de problèmes autour de la naissance, ils n'ont pas plus de problèmes, mais il y a cette approche plus naturelle et plus, je trouve plus détendue, et pas mal d'ateliers où ils expliquent un petit peu, ils parlent beaucoup de l'accouchement, de l'allaitement, et c'est plutôt une approche où c'est d'abord un accouchement physiologique, naturel, sans intervention médicale, et tout ce qui est médical, ce sont des choix. Alors qu'en France, quand j'ai eu après ma fille et mon fils, les 2 et 3, j'ai plus eu l'impression que c'était par défaut un accouchement assez médicalisé, et qu'il a fallu que je m'affirme sur mes choix de vouloir accoucher un peu plus naturellement. Là-bas, le suivi était donc plus détendu. Est-ce qu'il y avait quand même des rendez-vous mensuels avec une sage-femme? Est-ce que c'était toujours la même sage-femme qui te suivait? Alors c'était des rendez-vous mensuels, et non, c'était pas nécessairement la même sage-femme. Et est-ce que tu as pu bénéficier de cours de préparation à l'accouchement? Tu nous parlais de ces groupes de parole où beaucoup de sujets étaient abordés, notamment l'allaitement. C'était des sortes de cours de préparation à l'accouchement? Oui, c'est ça, on a fait ça, c'était je crois 2 week-ends. Mon mari est venu avec moi, c'était en couple. Moi j'étais pas hyper motivée, bizarrement. C'était plus le prétexte, on arrivait à Londres, on s'est dit bah tiens, on va peut-être rencontrer des futurs jeunes parents, on va peut-être se faire des copains anglais, parce que voilà, quand on arrive dans une nouvelle ville. Et au final, j'étais quand même très très contente, parce qu'effectivement il y a des sujets auxquels on ne pense pas. Ça rend les choses un peu plus réelles, même pour mon mari, c'était sympa de vivre ces moments à 2, et d'aborder des sujets effectivement auxquels, quand on n'a jamais eu d'enfant, on pense absolument pas. Donc ça c'était très bien, et effectivement, à nouveau dans ces ateliers, il y avait vraiment cette approche, je pense, plus anglo-saxonne, de dire, de montrer effectivement que le côté médicalisé est pas forcément gratuit, sur tous les plans, d'un point de vue santé, d'un point de vue effectivement même matériel. C'est vrai qu'en France, comme on ne sort pas l'argent, on s'en rend moins compte, mais on se rend compte qu'en fait parfois ça peut, je dis pas tout le monde, mais parfois ça peut être aussi un peu poussé, encouragé, parce que c'est une façon aussi pour les médecins de faire plus de chiffres. On parlait tout à l'heure du fait qu'ils étaient assez détendus sur la grossesse. Est-ce que le régime alimentaire, il est aussi strict qu'en France, ou est-ce que tu as pu manger du roast beef rosé? Non, c'était légèrement moins... un tout petit peu moins qu'en France, on va dire, mais ça reste quand même des normes. Effectivement, non, j'avais pas le droit, je ne suis pas immunisée à la toxoplasmose, donc non, j'avais pas le droit à ça. En revanche, on me disait que les sushis, dans la majorité des restaurants, c'était bon, et surtout les chaînes, parce qu'en fait, c'était quasiment tout le temps congelé, et que quand ça a été congelé, ça tue la bactérie, la listériose, et qu'il n'y a aucune chance, ou si on achète du poisson très frais, alors qu'en France, c'est absolument pas négociable, le poisson cru, ça reste juste un détail. Et même sur les choses où c'était les mêmes règles, on sentait un peu moins le côté anxiogène, et peut-être un peu moins de jugement aussi dans la société, le regard des gens, si une femme avait envie de manger une tranche de saucisson, quelque chose comme ça.
Du coup, oui, tu te sentais bien là-bas, tu te sentais bien accompagnée, t'aimais bien cette philosophie de respect finalement de la physiologie et du corps de la femme. Du coup, t'as pas du tout songé à rentrer en France pour accoucher. Non, pas du tout. Mais même avant ça, en fait, c'était plus le côté où, bon, déjà, ça restait Londres, hein, donc j'avais pas trop de stress sur le côté sécurité ou quoi que ce soit. Et après, c'est aussi que c'était des choses toutes bêtes, mais c'est qu'en rentrant en France, je pense que nécessairement, j'aurais été un peu séparée à un moment donné de mon mari. J'avais pas du tout envie. J'avais envie qu'on le vive à deux. J'avais envie qu'on le vive à deux. J'avais pas forcément envie de rentrer et d'être hébergée, etc. J'avais envie d'être dans mon cocon à moi. Est-ce que tu peux du coup nous raconter cet accouchement qui a été apparemment physiologique? Ouais, ça a été. Je fais partie des femmes bizarres qui trouvent que l'accouchement c'est génial. En fait, c'était très drôle parce que je me suis réveillée un matin, j'ai accouché 2 semaines en avance, donc je m'y attendais pas forcément. J'avais des petites contractions, je dis à mon mari, va au travail, c'est un premier, il paraît que ça met énormément de temps. Donc il est parti au travail, et puis vers 11h, j'ai perdu le bouchon, donc j'appelle, et là on me dit, non, venez. Et là j'appelle mon mari, je me souviens, je dis, écoute, je pars à la maternité, je te tiens au courant, tu me rejoindras, il paraît que ça met du temps en premier, et là il me dit, mais t'es complètement folle, tu ne bouges pas du téléphone, je rentre et on y va ensemble. Effectivement, j'étais un peu insouciante, j'allais même partir sans ma valise, et finalement il est venu avec moi, on est arrivé, j'étais en pleine forme, ils m'ont dit que j'étais à 6, je me suis dit, génial, je vais avoir un accouchement hyper rapide, il était 11h du matin, sauf qu'après, je suis passée à 10 finalement, assez rapidement, mais le bébé ne descendait pas, il était assez haut, j'avais pas rompu la poche des os, donc j'ai eu le travail juste pour qu'il descende, alors que j'étais prête pendant plusieurs heures. Il est né à 19h. Alors tout le monde me dit que c'est plutôt rapide pour un premier, parce que les contractions douloureuses ont plutôt commencé vers, 14h. On me dit que c'est pas si long pour un premier. Ça m'a quand même paru long sans péri. Et j'avais dit, je veux essayer sans péridurale, pour avoir le choix, mais je veux pouvoir changer d'avis à tout moment, parce que c'était pas du tout un engagement politique ou quoi que ce soit. J'avais juste envie, de voir ce que c'était en fait, pour voir si je me sentais capable. Et puis une fois que j'étais dedans, j'étais contente j'ai eu l'impression de le vivre comme on dit maintenant en pleine conscience. J'étais vraiment heureuse de ce moment. Mon mari était à mes côtés du début à la fin. Je me shootais au gaz un peu hilarant. Et j'étais assez vite, elle m'a proposé d'aller dans une piscine. Alors on dit piscine, mais ça ressemble à une sorte de jacuzzi avec de l'eau tiède. Et c'est très agréable parce qu'on peut effectivement, on flotte, on sent moins son poids. On peut bouger, prendre les positions qu'on veut. J'avais mon mari qui était toujours derrière moi, qui me tenait les épaules, qui me passait les épaules, qui était adorable. Et c'était un peu fatigant. Puis les sages-femmes tournaient parce qu'elles finissaient leur service, donc c'était pas nécessairement les mêmes sages-femmes du début à la fin. Mais elles étaient très gentilles. C'était marrant parce que du coup elle me parlait en anglais, donc je parle anglais, je suis à l'aise. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques heures de fatigue, il y avait des moments où j'étais épuisée qu'on me parle en anglais, j'avais juste envie qu'on me parle en français. Mais mon mari m'expliquait parfois parce que j'y arrivais plus. Et donc je devais sortir de l'eau au moment de la naissance. Et c'est moi qui avais insisté. Et puis finalement, alors que c'était pas du tout prévu, j'étais bien, ça s'est fait comme ça, il est né dans l'eau. Mon mari l'a vu sortir, il paraît que c'était assez impressionnant parce qu'apparemment il a les yeux ouverts dans l'eau. Et ils l'ont mis dans les bras de mon mari qui était effectivement très ému. J'ai juste eu le temps d'entendre en anglais les sages-femmes demander à mon mari s'il allait s'évanouir. Moi j'étais épuisée et donc on me l'a posé sur moi. Je suis un peu triste parce que pour être honnête, j'ai pas ressenti la grande émotion dont on parle pour mon premier parce que j'étais tellement épuisée, j'étais un peu absente. Alors que je l'ai beaucoup plus eu pour mon deuxième et mon troisième. Et voilà, c'était une super aventure qui s'est pas du tout déroulée comme je l'avais imaginé. Mais j'ai trouvé ça merveilleux d'être en contrôle de ce qui se passait, de tout sentir, de tout vivre en fait. Et pourquoi tu voulais sortir de l'eau? Ça te faisait peur d'accoucher dans l'eau? Parce que je m'étais pas renseignée avant en fait. Je pense que si ça avait été un projet là comme ça à chaud, ça me paraissait bizarre d'avoir un bébé qui naît dans l'eau sans qu'on m'explique alors concrètement ça veut dire ça. Je trouvais que c'était trop audacieux quoi d'accoucher d'un bébé dans l'eau sans l'avoir décidé et s'être renseigné. Et puis sur le moment, ça m'a paru tellement naturel. Mon mari m'a dit qu'il avait eu un petit peu peur, le pauvre, il a été pris de court. Mais je pense que dans la situation, il s'est dit qu'il avait pas forcément son mot à dire. Et ça a été tellement merveilleux que j'ai accouché du coup mon deuxième, mon troisième à nouveau dans l'eau. Mais là, c'était décidé. Alors du coup, quand on accouche en Angleterre, combien de temps on reste à l'hôpital? Alors en fait, un accouchement qui s'est bien passé, sans problème, c'est 24 heures. Donc moi je suis rentrée, il est né à 19h et je me demande si mon gardien... Non, je suis sortie le lendemain, en fin de journée. Par contre, on a une sage-femme qui vient nous rendre visite le lendemain, à nouveau 3 jours après.
le fameux test de, comment ça s'appelle, Gutteri, je crois, quand ils piquent les doigts, les orteils, là, ils le font à la maison, et au bout de 5 jours, donc c'est un peu moins violent, je trouve, pour une maman, de voir son bébé se faire un peu les petites piqûres, piquer, tout ça, juste à 1 jour de vie. Là, c'était très doux, en fait. Ils nous ont montré comment donner le premier bain. Il y avait à nouveau le lendemain matin un petit atelier d'allaitement. Et après, les sages-femmes à domicile, du coup, voilà, c'est beaucoup plus dans le respect de l'intimité. Et voir son bébé se faire un petit peu piquer à 5 jours de vie, c'est un petit peu moins dur, je trouve, que le jour de sa naissance. On va revenir sur tout ça. Est-ce que tu peux nous parler quand même du coût de l'accouchement en Angleterre? Parce qu'en France, c'est gratuit, on se rend pas compte, mais dans plein de pays, il faut payer pour accoucher. Est-ce que c'est cher d'accoucher en Angleterre? Alors, quand on accouche dans le public, comme je l'ai fait, et qu'on a une assurance, c'est la même chose qu'en France, sauf que de mémoire, alors, je sais pas, ça, je suis pas assez sûre de moi, mais il me semble que pour avoir l'assurance, je pense qu'il faut pas travailler. Ça, je me souviens, sincèrement, je saurais pas dire. En revanche, accoucher dans le privé, dans les cliniques maternité, les cliniques privées, là, c'est beaucoup plus cher que même nos maternités haut de gamme. Là, c'est des prix, vraiment, à l'époque, on me l'avait dit. Et je crois que on a une très bonne assurance, et il fallait malgré tout rajouter. C'était notre premier, à l'époque, si on avait vraiment voulu, on aurait pu, mais ça me paraissait, je sais pas, personnellement, ça m'était mal à l'aise de dépenser autant d'argent, même s'il y a une partie qui était payée par mon assurance pour donner naissance à un enfant. Et tu as accouché dans un hôpital universitaire. On entend souvent des femmes ayant accouché dans des hôpitaux universitaires se plaindre de voir trop de monde dans leur chambre, de voir trop de personnes entrer, mesurer leur col... à tout va. Comment est-ce que c'était pour toi? Eh ben non, pas du tout. C'était uniquement des sages-femmes. Elles étaient peut-être 2 ou 3. Alors effectivement, à Paris, je sais pas si c'est peut-être l'heure, j'ai accouché plus dans la nuit à Paris. Il y en avait une seule à chaque fois. Là, elles étaient 3, mais parce que ça durait toute la journée. Sincèrement, je me souviens même plus qui faisait quoi. Mais c'était assez doux aussi, oui, il y avait pas de monitoring. Elle venait juste avec un Doppler portable qu'elle mettait un peu sur mon ventre. Donc il y avait moins le côté anxiogène aussi de surveiller de très très près le cœur du bébé. Il le surveillait suffisamment, bien sûr, pour ne pas le mettre en danger. Il nous expliquait d'ailleurs à Londres que avec un monitoring qu'on a obligatoirement, par exemple avec une péridurale, il y a ce monitoring du bébé qui fait à la moindre irrégularité, on peut décider d'intervenir, alors qu'en fait très très souvent c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est ce contrôle un peu absolu qui devient un peu anxiogène. À Londres, c'est vrai que c'était il venait régulièrement contrôler le cœur du bébé sans ce côté à la seconde, parce qu'il y a forcément des petits moments d'irrégularité. En fait, en t'écoutant, je me questionne parce que en France, il y a environ 75% des femmes qui choisissent de faire une péridurale. C'est un des taux les plus élevés du monde. Tandis qu'en Grande-Bretagne, il y a 4 femmes sur 5 qui ne demandent pas de péridurale et ce chiffre est stable depuis 30 ans. Comment est-ce que tu t'expliques ça ? J'ai eu l'impression, de ma petite expérience, qu'on mettait davantage les femmes dans une situation de choix en Angleterre, où moi, personnel, je suis absolument pas contre la péridurale, ça a été un choix personnel, mais j'ai apprécié qu'on me mette dans une situation dans laquelle j'avais le choix. Qu'on m'explique bien ce que ça voulait dire d'accoucher sans péridurale, d'accoucher avec péridurale, qu'on m'explique tout le processus et que je puisse faire le choix qui me ressemblait. Et si d'autres femmes, ce serait le choix de la péridurale, très bien aussi, mais j'ai apprécié cette notion de choix, alors que c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que par défaut, déjà on prend rendez-vous avec l'anesthésiste immédiatement, et moi j'ai eu l'impression à chaque fois que on présumait toujours d'un certain type d'accouchement. Donc je pense qu'en plus quand on a son premier enfant, on est jeune, on se pose pas trop de questions, que le personnel médical, sans forcément le vouloir, peut-être culturellement, nous va dans une certaine voie, et que autour de nous, tout le monde a accouché de cette façon-là, on peut ne pas le questionner. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis français qui n'ont pas forcément compris mon choix d'accoucher sans péridurale, et aussi ce que je trouve étonnant, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, en France, on fait le choix d'accoucher sans péridurale. Alors que je trouve ça plus naturel de se dire qu'en fait, on accouche, et que si on le souhaite, on fait le choix de la péridurale. C'est plus ce choix-là. Donc j'ai trouvé ça étrange d'accoucher de façon totalement naturelle, et qu'on voit ça comme un choix. Alors qu'en fait, c'est a priori comme ça que naturellement on accouche, et après on peut faire bien sûr plein d'autres choix. Donc ça, j'ai trouvé ça assez étonnant. Et oui, ça a été très mal compris. Je suis prise, comme en plus après j'allaite plusieurs mois, je suis souvent régulièrement prise pour une hippie un peu. Enfin, les gens comprennent pas trop ces choix-là. C'est effectivement des mentalités qui sont extrêmement différentes. À quel point cet accouchement t'a marqué en fait en Angleterre, puisqu'après tu es rentrée en France et tu as eu ton 2e et ton 3e enfant. Qu'est-ce que tu as cherché comme type de maternité
Ah bah clairement oui, là je me suis vraiment renseignée sur les maternités qui respectaient le plus les accouchements physiologiques, qui étaient dans cette façon de penser. Je sais que ayant déjà eu un enfant, j'aurais pu très bien m'affirmer et accoucher de la façon dont j'avais envie n'importe où, mais je trouvais ça sympa d'être dans un environnement assez bienveillant sur cette approche, et peut-être aussi des sages-femmes avec qui je partage, même si en général la plupart des sages-femmes se reconnaissent plutôt dans cette façon de faire. C'est un peu plus côté, j'ai l'impression parfois, gynécologues, obstétriciens, qui ça les arrange peut-être davantage, ils vont plus pousser vers le côté médical. Mais donc oui, je me suis renseignée sur des maternités, et la plupart à Paris, étonnamment, étaient plutôt dans le 12e, ce qui était à 45 minutes en transport de chez moi, donc pour les rendez-vous, etc., et en voiture 20-25 minutes, alors que j'avais quand même pas mal de choses beaucoup plus proches de chez moi, je suis dans le 7e. J'ai quand même fait ce choix-là parce que je trouvais ça très important pour moi de me sentir bien. Et j'avais eu beaucoup de retours positifs, et effectivement j'ai adoré, j'ai accouché au Bluet, et j'ai beaucoup aimé cette maternité. Tu as trouvé que les conditions d'accouchement étaient proches du coup de celles d'Angleterre? Ouais, très. L'accouchement et le suivi de la grossesse. À nouveau des sages-femmes, pas nécessairement les mêmes, et oui vraiment ce respect, très peu de passages en chambre, et comme ils ont vu assez vite que, comme c'était mon 2e, typiquement sur le côté allaitement, que j'étais à l'aise, j'ai des amis qui m'ont raconté que parfois les sages-femmes bien intentionnées, sages-femmes ou peut-être auxiliaires, rentrent dans la chambre un peu toute la première nuit pour être sûr que le bébé a assez mangé, pour vérifier il a mangé, quand a-t-il mangé la dernière fois, etc. Là, au Bluet, assez rapidement, quand ils ont vu que globalement j'avais l'air à l'aise, elles m'ont laissé totalement tranquille, et j'avais personne qui venait... Je pouvais bien sûr les appeler, mais personne ne venait me déranger très rapidement. Et tu as pu aussi accoucher dans l'eau au Bluet? Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a une seule salle d'accouchement avec la petite piscine, et les 2 fois, quand je suis arrivée, elle était disponible. Mais bon, après, j'ai accouché très très vite de mon numéro 2 et numéro 3, donc j'ai pas vraiment eu le travail dans l'eau. Je suis arrivée, à chaque fois les 2, ma fille elle est née 10 minutes après, et mon fils quasiment 5 minutes après, donc ça a été effectivement express. Du coup, mais j'étais quand même contente de ces conditions-là de naissance. Tu nous as dit que tu avais allaité tes enfants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce choix et de comment cet allaitement s'est mis en place, particulièrement pour le premier? Parce que c'est toujours le premier parfois où on a un peu des difficultés. Ah oui, bien sûr, après les autres c'est bon, on est rodé. Alors c'est effectivement pas si facile. Moi je m'étais dit j'ai envie d'allaiter, pareil d'essayer, c'est comme la péridurale, je me suis dit j'essaye, et puis si c'est de la souffrance, j'étais très détendue à l'idée d'arrêter, c'était pas du tout une obsession, voilà, et donc je me suis dit j'ai envie d'essayer. J'ai trouvé ça très très fort, toute première tétée quand même de mon fils, sachant qu'elle a pas été si facile, il a quand même pleuré longtemps, j'étais épuisée, j'avoue, et maladroite, c'était mon premier, je savais pas trop comment faire, jusqu'à ce qu'à un moment, je me souviens, la sage-femme arrive dans ma chambre, et elle a vraiment elle a attrapé mon sein, et elle l'a vraiment mis dans la bouche, et d'un coup je me suis rendue, ah oui d'accord, faut pas être si délicat, c'est quand même un tout petit bébé, il a besoin un petit peu, qu'on soit un petit peu plus direct. Et là, j'ai ressenti une émotion vraiment incroyable. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tout de suite, et je me suis dit, voilà, a priori, j'aimerais bien allaiter. Et je me revois encore le lendemain matin dans la salle, les petits ateliers d'allaitement. Il t'était d'un côté, et j'avais trop peur, je savais pas comment le mettre de l'autre côté. J'avais jamais, moi je suis la petite dernière dans ma famille, j'ai pas de petite cousine, j'étais vraiment de bébé, j'ai jamais trop côtoyé de bébé. Aujourd'hui je me vois tellement à l'aise avec mes enfants, ça me fait bizarre, et donc je savais même pas le mettre du côté droit, donc la sage-femme est venue, j'avais tellement peur de le casser, c'était tout petit. Et après rapidement, j'ai eu des petits soucis au niveau de ma montée de lait, parce que effectivement ça peut faire un petit peu mal, surtout le premier. Et j'ai eu un petit engorgement, un canal un peu bouché, ce qui n'est pas allé jusqu'à l'infection, mais quand même c'est... Pour celles qui l'ont vécu, voilà, on a très chaud, les seins brûlants, la sensation que ça va exploser, donc c'était très très dur, et j'avais pas envie d'arrêter, mais en même temps je souffrais énormément. Et j'ai une sage-femme qui me suivait un peu, qui est venue, je devais être à 3 ou 4 jours après mon accouchement, elle est venue à la maison, tout de suite elle a identifié le problème, j'avais pas la bonne lingerie, j'avais pris trop grand en fait, j'avais tout agrandi, elle m'a dit que mon dos n'avait pas changé tant que ça, qu'elle m'a encouragée à aller dans une boutique pour me faire mesurer et avoir une lingerie adaptée. Et parce qu'apparemment voilà ça coupait les canaux, elle était mal ajustée, et effectivement en 24 heures c'était terminé. Et à partir de ce moment-là par contre ça s'est passé très bien, c'est un petit apprentissage où on trouve chacun ses marques, mais moi j'avoue c'était très naturel, j'ai toujours été très à l'aise, je me posais pas trop de questions. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens dans mon entourage qui disaient c'est le classique des femmes qui allaitent. Déjà, il a déjà faim, tu le remets au sein. Et moi, effectivement, je me posais pas de questions au départ. Dès qu'il y avait quoi que ce soit, je le mettais au sein, et tant pis si ça faisait une demi-heure. Et après, très vite, après les 3-4 mois, pour le coup, c'est un peu plus régulier, se passer. Et à titre personnel, moi, j'ai trouvé ça très pratique, en fait.
au-delà de l'émotion, je trouve ça extrêmement pratique. Je me baladais partout, sans matériel. La nuit, j'allais en pilote automatique, je dormais à moitié pendant, j'avais pas à me lever, quoi que ce soit. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux, j'ai adoré ça. Et les 3, j'ai eu le même sentiment. J'avais l'impression que j'arriverais jamais à arrêter, et puis à un moment, à 7 mois, d'un coup une sensation d'urgence de reprendre mon corps, de sortir, de partir en week-end à 2, de boire de l'alcool. Et du coup, à chaque fois, le sevrage s'est passé de façon très harmonieuse. Si tu devais donner des conseils à une femme qui part vivre sa grossesse et son accouchement en Angleterre, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais quand même d'essayer de rencontrer des femmes sur place, parce que ce qui me correspondait à moi n'est pas nécessairement ce qui correspondrait à une autre. Donc c'est intéressant d'avoir différents points de vue. Et après, d'aller effectivement à un premier rendez-vous, je trouve qu'il faut assez se faire confiance à son intuition, à ce dont on a envie, et voilà, juste simplement se laisser la place de faire ses choix, quels qu'ils soient, mais que ce soit vraiment des choix. C'est quelque chose de tellement extraordinaire, je trouve, de porter un enfant, de lui donner naissance, que je trouve que c'est intéressant de se l'approprier vraiment, et de pas nécessairement faire comme la culture autour de soi, en général, nous dit de faire, ou comme... voilà, les médecins nous disent de faire, et que vraiment s'approprier chacun de ses choix. Je pense qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, mais trouver les siens et bien s'y retrouver dedans et bien les vivre, c'est ce qui fait, je pense, une maternité, une grossesse vraiment épanouie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ou est-ce que tu as d'autres messages à faire passer aux femmes enceintes, aux femmes qui vont accoucher ? C'est génial. Non, mais effectivement, oui, je pense que c'est important de se connaître. Ce qui est pas nécessairement évident pour un premier enfant, de pas forcément, voilà, d'oser poser des questions, d'oser se renseigner et d'oser faire peut-être différemment de ce que les gens ont l'air de penser qu'on devrait faire, et pour pouvoir bien s'assumer par la suite. Merci beaucoup Aurore de nous avoir accordé ce temps. Merci à toi. Merci. Je ne connaissais pas Aurore avant de réaliser cette interview, et il y a dans son discours beaucoup de points de vue que je partage. Un des messages forts que je porte et que je retrouve chez Aurore est de laisser le choix aux femmes et de les mettre dans cette situation de choix, sans rien leur imposer. Cela signifie pour ce faire d'informer les femmes des avantages, des inconvénients de chaque méthode pour qu'elles puissent choisir en connaissance et en conscience ce qui leur correspond le mieux. Qu'il s'agisse de fausses couches, de grossesse et d'accouchement, il n'y a pas de bon ou mauvais choix tant que ce sont les vôtres, pris consciemment et de manière éclairée. C'est toute la philosophie de ce podcast Gloria Mama. À travers des témoignages du monde entier et des interviews de professionnels, l'objectif est de s'informer et de voir ce qui se fait ailleurs pour se questionner sur ce que l'on souhaite, afin que nos grossesses et accouchements nous ressemblent et soient des moments uniques, vécus de manière positive. Si vous avez aimé cet épisode ou que vous pensez qu'il peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela permet à d'autres de le découvrir et cela m'aide beaucoup. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou Facebook sous l'identifiant gloriamama.diane. N'hésitez pas à laisser vos impressions et commentaires. Pour le prochain épisode, je vous propose de rencontrer Julie Nouvion, coprésidente de la maison de naissance parisienne Calme, qui signifie comme à la maison. Elle nous expliquera ce qu'est une maison de naissance et avec elle, nous plongerons dans le vécu d'une grossesse, d'un accouchement physiologique et d'un postpartum en maison de naissance. Nous parlerons également des enjeux des maisons de naissance, véritable alternative à un accouchement à l'hôpital, de plus en plus plébiscité par les femmes et les couples. À très vite sur Gloria Mama.